Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps, aujourd'hui, petite vidéo introductive sur ce qu'est la santé publique, et introductive aussi de sa critique à travers la notion de culturalisme pratique, développée par l'anthropologue Didier Fassin dans ses cours au Collège de France, donc les mondes de la santé publique qui sont disponibles sur Kern et en vidéo, je vous mettrai les liens en description, en fait je vous encourage à aller les voir, et on s'aidera de Health, Civilization and the State de l'historienne Dorothy Porter, de Critique de la santé publique dirigée par Jean-Pierre Dozon et Fassin lui-même, ainsi que de Deux que sais-je, le premier d'Aquilino Morel et Didier Tabuteau sur la santé publique, et le second de Bruno Palier sur la réforme des systèmes de santé. Aujourd'hui, on va présenter le développement de la santé publique comme discipline fondée sur une expertise scientifique, pourquoi elle définit encore certains de ces obstacles comme culturels, et ce que cela dit de la culture de la santé publique. Cela suppose donc un moment un peu scolaire de définition. Pour commencer, oubliez ce que vous savez de l'expression santé publique et reprenons du début. Qu'est-ce qu'un système de santé ? C'est ce qui organise la rencontre entre la demande et l'offre de soins, ce qui permet aux individus d'obtenir un revenu de remplacement et de couvrir les frais provoqués par la maladie. C'est ce qui coordonne les lieux de soins et les professions médicales et la production des médicaments et des autres technologies médicales. Il y a plusieurs types de systèmes de santé et on range d'ordinaire la France, l'Allemagne et peut-être même la Belgique dans ce qu'on appelle les systèmes d'assurance maladie, c'est-à-dire qu'ils sont organisés autour de caisses d'assurance qui sont gérées par les partenaires sociaux, bon, même si ça s'est beaucoup complexifié avec le temps et on reviendra là-dessus. On remarque qu'une partie de l'offre est privée, surtout la médecine de ville, et une partie est publique, principalement le domaine hospitalier. On compte en 2019 3008 établissements de santé en France, dont 1354 ont un statut public, et 983 parmi les établissements privés ont un but lucratif. Je ne distingue pas le système public de santé et le système de santé, car le rôle de l'État est diffus. On peut mentionner les salariés des hôpitaux, mais aussi les nombreux actes médicaux complètement ou partiellement pris en charge par le régime général. De plus, la fixation du tarif de remboursement est négociée. Il y a des conventions entre l'Union nationale des caisses d'assurance et les syndicats des professions médicales. La question est donc moins de savoir ce qui est public ou non, c'est assez diffus, que de savoir comment le système est régulé et quand on est médecin par exemple, à quel point nos pratiques sont dictées par des acteurs non médicaux. Par exemple, en France, depuis 2009, il existe la rémunération sur objectif de santé publique qui incite les médecins à accomplir certaines pratiques, encourager la vaccination, au dépistage, en échange d'incitatifs financiers, et aux États-Unis c'est les assurances privées qui régulent les réseaux de médecins en conditionnant le remboursement au suivi de bonnes pratiques. On parle de managed care. Bon, maintenant qu'on a défini ce qu'était un système de santé, qu'est-ce que la santé publique ? C'est assez complexe en fait. Prenons la définition de Bourdillon, Brucker et Tabuteau. C'est un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de pratiques et de règles juridiques qui visent à connaître, à expliquer, à préserver, à protéger et à promouvoir l'état de santé des personnes. C'est une idéologie, une expertise et une discipline. Rappelez-vous ce qu'était l'économie politique initialement, puis le rôle qu'a pris la science économique comme expertise, reposant sur la microéconomie, la comptabilité nationale, etc., et comme vision de ce qu'est la bonne gestion de l'État. C'est un peu pareil, la santé publique a émergé chez des réformateurs du 19e siècle et représentait une vision de comment bien gérer la santé des populations, et désigne les savoirs qui sont venus soutenir cette vision. La santé publique est donc un réseau d'experts et de chercheurs sur lesquels l'État s'appuie ou pas, parfois il ne s'appuie pas du tout dessus, pour définir sa politique de santé. C'est pourquoi Fassin parle de l'espace politique de la santé. On peut imaginer qu'il s'agit de l'espace où se trouvent des acteurs et des institutions qui définissent quels sont les problèmes de santé méritant une prise en charge collective. Les experts de la santé publique ont lutté historiquement, comme on va le voir, afin de s'imposer comme acteurs légitimes de cet espace aux côtés de la médecine. On va commencer par une courte histoire donc de cette discipline.
Notre premier objectif, c'est de voir dans les grandes lignes comment s'est développée une expertise sur la santé des populations et comment elle participe d'un nouvel art de gouverner. L'état de l'âge classique prélève les récoltes, la monnaie et les corps, et fait mourir. Au Moyen-Âge, la lèpre était traitée de façon classique. On chasse, on élimine, on exclut, on purifie. Michel Foucault parle de biopouvoir pour désigner l'émergence progressive d'un nouvel art de gouverner. L'État se met à investir la vie, à la majorer, à la multiplier. La peste noire du XIVe siècle représente un tournant. On surveille, on recense, on examine et on établit des normes de santé. On peut évoquer les règlements sanitaires à Florence dans les années 1320, la mise en place à Venise d'une quarantaine en 1377, d'un lazaret en 1423 et d'un magistrat de santé en 1486, ainsi que les bulletins de santé individuels, des sortes de passeports sanitaires au XIVe siècle en Italie du Nord. Pendant la poussée de peste de 1665-1668, Jean-Baptiste Colbert s'inspire de ces mesures pour établir un cordon sanitaire strict autour de Paris. Selon Aquilino Morel et Didier Tabuteau, la santé publique trouve une de ses origines dans la quarantaine comme idéal politico-sanitaire de gestion de la vie. Il faut attendre la Révolution française pour que soit confiée aux médecins révolutionnaires la charge d'organiser le système de soins. On institue des médecins et chirurgiens de canton qui soignent gratuitement les indigents et vont former les officiers de santé. Ceux-ci font concurrence à la médecine clinique, c'est un peu une médecine de seconde zone, et ils seront supprimés en 1892. On nationalise également les hôpitaux avant de les rendre à l'Église et jusqu'en 1851. C'est dans ces lieux, les hôpitaux remplis de patients, que se déploie le programme anatomo-pathologique qu'on a vu dans la dernière vidéo et qui est en mesure de filtrer les cas, car il y a assez de patients, pour identifier les lésions organiques responsables des maladies ayant entraîné la mort des patients. La médecine clinique va donc se développer et s'exercer, et même s'enseigner à l'hôpital. La naissance de la statistique vitale, l'idée d'une population mesurable et gérable, est indissociable de ce nouvel art de gouverner. Le baron irlandais William Petty, inspiré par les doctrines du philosophe Thomas Hobbes, qui promeut l'étude rationnelle des conditions de la paix civile, et du philosophe Francis Bacon, qui fait des mathématiques le fondement de toutes les sciences et de la préservation du corps naturel une condition de la préservation du corps politique, publie en 1691 Political Anatomy of Ireland. Petty veut développer une analyse statistique du corps politique, la force de l'État, et recueille des données sur le commerce, l'éducation, les maladies, les revenus et la population. Son élève, John Grant, poursuit ses recherches sur le registre des morts de Londres et découvre des régularités statistiques, notamment le nombre supérieur de naissances et de décès masculins ainsi que de décès ruraux. La collecte de données statistiques fournit des indicateurs utiles pour comparer la prospérité des pays entre eux, par la mortalité infantile, d'espérance de vie, d'inégalités régionales. Ces indicateurs se sont répandus aujourd'hui et servent souvent à comparer les systèmes de santé. Il faut noter que l'usage des statistiques prend du temps à s'imposer dans la pratique politique. Selon le sociologue Alain Desrosières, il faut attendre le XIXe siècle les mouvements de masse causés par la révolution industrielle, ainsi que le perfectionnement des recensements et de la collecte des données, pour que se rencontrent la statistique, ensemble de routines administratives nécessaires pour décrire un État et sa population, le calcul des probabilités, subtile façon d'orienter les choix en cas d'incertitude, et les estimations des constantes physiques et astronomiques à partir d'observations empiriques disparates. C'est en 1834 que les membres de la British Association for the Advancement of Science fondent la Statistical Society of London. Le calcul des espérances de vie accompagne des enquêtes sociales dans les milieux paupérisés et promeut la réforme sociale. On assiste à la naissance de l'épidémiologie, la science de la distribution des phénomènes de santé dans la population et les facteurs qui conditionnent leur fréquence. L'idée d'incertitude rencontre celle de prévention. Il faut agir sur les risques environnementaux. De plus, si les accidents du travail ou de la santé sont une probabilité, ce ne sont plus des problèmes individuels, mais ce sont des problèmes qui vont nous arriver à tous, qui justifient une responsabilité collective et des assurances sociales obligatoires. Toutefois, au milieu du XIXe siècle, sauf exceptions comme la vaccination antivariolique, on est loin
de la prévention, et les prises en charge collectives non plus. Une part importante de la profession médicale s'oppose aux mesures coercitives et collectives. Beaucoup de médecins, d'ailleurs, considèrent que les maladies infectieuses ne se transmettent pas par contact, mais se propagent dans le milieu. Partant du principe que la majorité des pathologies ne sont donc pas contagieuses mais infectieuses, les rares maladies contagieuses étant, selon eux, la syphilis et les maladies de la peau, les patients sont donc hospitalisés dans des salles communes, qui deviennent des foyers de contagion. Et les médecins ne se nettoient d'ailleurs pas les mains, ce qui favorise la fièvre puerpérale. J'espère que j'ai bien dit, la fièvre puerpérale. En 1854, le docteur en médecine anglais John Snow établit le mode de contamination du choléra. Il constate que l'épidémie frappe une zone du quartier de Soho à Londres, autour de la pompe de Broad Street. Il fait l'hypothèse de l'existence d'un germe et déduit, en observant la déshydratation et la diarrhée, que ce germe agit sur la muqueuse digestive. Il fait l'hypothèse que le mode de transmission n'est pas le sang, mais l'eau potable et fait fermer avec succès la pompe à eau. Une déduction similaire est faite par Paul Brouardel sur l'épidémie de fièvre typhoïde et sa circulation par les déjections et le fumet utilisé comme engrais. L'hygiénisme se nourrit de ces découvertes. C'est une doctrine qui prône le nettoyage et l'assainissement des eaux, la séparation des eaux usées des eaux vannes, l'adduction des eaux potables. Initialement, l'hygiénisme ne penchait pas vers ces théories contagionnistes d'ailleurs. En fait, il se distanciait plutôt des mesures restrictives comme les quarantaines. Son programme s'inscrivait dans le libéralisme économique de la période qui soutenait la circulation, le libre-échange et la lutte contre l'oisiveté, qui est supposée être la cause de la pauvreté. C'est en 1834 d'ailleurs que sont mises en place les Newport Laws au Royaume-Uni, qui incitent les pauvres à reprendre le travail en rendant leurs conditions de vie moins désirables, en supprimant les aides ou en suspendant ces aides au travail dans des workhouses. C'est l'époque de la révolution industrielle, qui s'accompagne d'un appauvrissement des populations rurales, qui perdent la propriété collective des terres ou des formes de commun, et qui du coup en bonne partie sont forcés à l'exode pour trouver des emplois dans l'industrie, ce qui mène au surpeuplement urbain. Le biologiste de la période, Patrick Geddes, considère que ce peuplement est la cause des infections et des faiblesses chroniques qui se diffusent dans les générations et entre générations. Et on voit que le langage de ces réformateurs sociaux est marqué par le moralisme, voire par le vocabulaire de la dégénérescence, et cible l'éradication des mauvaises habitudes hygiéniques des classes populaires. L'hygiénisme veut améliorer les conditions de vie de la population par l'alimentation, l'habitat, le travail, afin de diminuer la pauvreté en corrigeant les comportements individuels et les modes de vie, par exemple l'alcoolisme, la prostitution. Cette doctrine va contribuer au développement des premières lois organisant le système de soins et la prévention. Sous la Troisième République, on peut évoquer des lois comme la protection des enfants et la fin du travail des enfants, des filles et des femmes, en 1889, sur l'exercice de la médecine qui rend obligatoire la déclaration des maladies épidémiques, en 1892, sur l'assistance médicale gratuite et sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, en 1893, sur l'assainissement de Paris et de la Seine et sur les habitations bon marchand, en 1894, sur les accidents du travail rendant les employeurs responsables sans réserve des accidents, en 1898, sur la répression des fraudes alimentaires, en 1905, etc. Le problème, c'est que ces mesures ne s'accompagnent d'aucune force contraignante. La santé navigue entre la tutelle du ministère du Commerce, qui n'a aucun pouvoir de police, et le ministère de l'Intérieur. On va créer des conseils d'hygiène départementaux, qui sont sous la charge des préfets et sous-préfets, mais ceux-ci ne peuvent imposer aux maires leur avis. Il faut attendre la loi du 15 février 1902 pour que ce système soit doté d'une force contraignante. On rend obligatoire la vaccination contre la variole et les pouvoirs du maire et du préfet en salubrité publique sont confirmés, notamment pour ordonner l'assainissement des logements insalubres et la déclaration des maladies contagieuses. Les théories anticontagionnistes qui distinguaient maladies infectieuses et contagieuses comme on l'a vu, et s'appuyaient sur l'idée de miasmes chimiques dans l'environnement, déclinent. Les idées contagionnistes sont confirmées par la théorie des germes vivants de Louis Pasteur,
qui identifie le germe du paludisme, du charbon, du choléra, de la diphtérie, de la septicémie, de la typhoïde, de la tuberculose et leurs modes de transmission respectifs, l'eau, l'air, les vers et les moustiques, en 1916 sont créés des dispensaires publics d'hygiène sociale contre la tuberculose, et la loi du 7 septembre 1919 institue des sanatoriums. Après la grippe espagnole, un ministère de l'hygiène, de l'assistance publique et de la prévoyance sociale est créé le 27 janvier 1920, mais il a peu de moyens et se trouve absorbé par le ministère du Travail. Couplé à l'épidémiologie statistique, la révolution pasteurienne contribue au développement d'une conception de la société comme corps, dont les membres sont interdépendants. Une métaphore qui se retrouve d'ailleurs dans la sociologie de l'époque et chez les politiciens solidaristes. Ces acteurs défendent l'intervention de l'État et le développement des protections sociales, mais rencontrent la résistance des libéraux et des médecins. Il faut attendre 1928-1930 pour voir les premières lois générales d'assurance sociale en France, et le 28 mars 1930 pour la création du premier ministère de la Santé publique, et la Libération pour la création du régime général de la sécurité sociale. Le système de santé prend une importance économique croissante après la guerre. En 2023, le secteur sanitaire français représentait un peu plus de 2 millions d'emplois, soit 7,2% des emplois totaux et 12,1% du PIB. Trois principaux facteurs contribuent à l'inflation des dépenses de santé: la consommation de soins, l'organisation de la médecine et le vieillissement. La couverture par le régime général a accru la consommation de soins. Ce système est de moins en moins financé d'ailleurs par les cotisations, qui représentent 36% des recettes des régimes obligatoires, et de plus en plus par les taxes, notamment la taxe sur le tabac, et l'impôt, en particulier la contribution sociale généralisée, la CSG, qui couvre 22% des recettes. Le système s'est aussi universalisé, de manière très relative, mais avec la couverture maladie universelle en 1999 et la protection maladie universelle en 2016. Mais le reste des réformes vise surtout le contrôle des coûts. Depuis la fin des années 1990, le Parlement vote chaque année une loi de financement de la sécurité sociale et établit un objectif national des dépenses d'assurance maladie, ensuite négocié entre caisses et syndicats de médecins. Il a engagé, le Parlement, des restructurations hospitalières et a diminué largement le nombre de lits. Il faut aussi mentionner la médecine en libéral, donc c'est-à-dire la liberté du choix du médecin, du patient et la liberté de fixer ses honoraires, qui est un facteur d'augmentation des coûts. Tout simplement parce que, certes, ça diminue les files d'attente, mais bon, déjà ça accroît les inégalités régionales, mais aussi ça encourage les dépassements d'honoraires et la multiplication des actes médicaux. Il faut aussi, ça paraît un peu évident, mais noter que l'inflation des coûts provient des technologies médicales. Alors bien entendu, les antibiotiques avec la pénicilline en 1928, la dialyse rénale en 1944, la cortisone, l'assistance respiratoire en 1952, le vaccin contre la poliomyélite en 1955, la diurétique en 1959, contraception orale, prothèse de hanche, greffe de rein, etc., incluant la transplantation cardiaque, le scanner. Bon, une partie relève des soins tertiaires, mais... Et il s'agit pas de minimiser aussi ces techniques. Les antibiotiques, par exemple, ont contribué à augmenter l'espérance de vie moyenne d'une dizaine d'années, mais de comprendre comment un secteur minime, au début du siècle dernier, tel que comme l'était la santé, est devenu l'un des principaux postes de dépenses. Et ça paraît aussi évident, mais un facteur de dépense, c'est le vieillissement, et la couverture des maladies chroniques. 10% des assurés constituaient 64% des dépenses du régime général en 2000, et les affections de longue durée représentaient 50% des dépenses en 1982, et 70% en 2015. Et là non plus, il s'agit pas de dire qu'il faut pas rembourser à 100% les affections de longue durée, mais de bien comprendre pourquoi les coûts augmentent aussi, parce que le système doit prendre en charge une population qui vieillit, et vieillit en bonne santé, et puis même vit en bonne santé, et donc développe certaines formes d'autres maladies. Bon, puis après on n'a pas évoqué non plus l'environnement, la pollution, etc. Je fais une aparté pour le dire quand même, ça paraît évident, mais diminuer les coûts du système de santé, c'est pas que faire du rationnement, c'est la prévention, donc faire en sorte que les gens n'aillent pas jusqu'à l'hôpital, et les conditions de vie, tout simplement. La santé publique est donc aussi devenue une expertise économique. Bon, dès le début, on avait inclus un ticket modérateur au régime général, pour
freiner les dépenses de soins courants, la consommation. Donc, le ticket modérateur, c'est un reste à la charge de l'usager, qu'on a augmenté progressivement depuis la création du régime, et auquel on a plus récemment ajouté une franchise, c'est-à-dire une part non remboursable même par les assurances complémentaires. On a aussi introduit des mécanismes de quasi-marché, en particulier la tarification à l'activité à l'hôpital. Donc, on paye les hôpitaux sur la base du coût moyen de séjour de groupes homogènes de malades, en fixant un tarif par tête et par pathologie, et en encourageant les hôpitaux à soigner plus vite ou à sortir les patients des lits pour dégager un excédent. Et on sait que ce système a été notamment remis en cause, en particulier pendant le Ségur de la santé qui a eu lieu récemment. Sur le plan des méthodes, la santé publique adopte les essais randomisés en double aveugle de la recherche clinique, comme nous l'expliquions dans les vidéos sur les associations de malades du sida. Elle adopte aussi dans ses discours sur la prévention le langage de la statistique probabiliste, en particulier des termes comme risque relatif, donc fréquence d'apparition chez des personnes exposées à un facteur de risque, et groupe à risque. Ça va être important parce qu'on va y revenir à la fin. La santé publique se donne de nouvelles missions. La Charte d'Ottawa de l'OMS en 1986 définit la santé de façon extensive comme état de bien-être, ce qui incite à de larges actions multisectorielles, incluant la redistribution fiscale, les interventions psychologiques, l'éducation en santé, etc. Enfin, depuis les années 1980, une série de rapports a souligné le gradient social, c'est-à-dire la persistance de fortes inégalités de santé entre groupes de revenus différents au sein de mêmes pays, où la couverture quasi universelle des soins devrait garantir l'absence d'obstacles financiers. En France, l'espérance de vie à 35 ans est de 45 années pour les cadres et professions libérales, contre 38 années pour les ouvriers. La mortalité prématurée représente 20% de la mortalité totale, elle est de 122 pour 100 000 femmes et de 239 pour 100 000 hommes. Or, un tiers de ces morts sont considérés comme évitables, car liés à des comportements à risque, cancer bronchopulmonaire, des voies aérodigestives supérieures et de l'œsophage, les psychoses alcooliques, les cirrhoses hépatiques, les accidents de la circulation, les chutes accidentelles, les suicides et le sida. On considère que les ouvriers ont une surmortalité prématurée 3 fois plus élevée que celle des professions dites supérieures. Depuis une trentaine d'années, on a ainsi vu apparaître dans les rapports de santé publique des injonctions à étendre l'accessibilité en santé, l'équité dans la prise en charge, à cibler les déterminants sociaux, à intégrer les soins et à inclure des acteurs non médicaux dans les suivis. L'espace politique de la santé n'a virtuellement pas de limite. Il y a des acteurs établis, le gouvernement, l'ordre des médecins, les caisses d'assurance maladie, et des acteurs moins légitimes, qui se sont progressivement imposés, les associations de malades, les firmes pharmaceutiques, et les experts de la santé publique. C'est marrant parce que j'ai dit les caisses d'assurance maladie, mais elles font partie des acteurs qui ont dû se battre au 19e siècle pour s'imposer. De plus, les politiques de santé sont de plus en plus intersectorielles, incluant des laboratoires de recherche, des acteurs de l'agroalimentaire, des spécialistes de l'environnement, des économistes, des caisses d'assurance, etc. Pour conclure, la santé publique est une expertise qui s'est construite à partir de la statistique vitale et de l'épidémiologie et autour d'une vision réformatrice d'un État régulateur du bien-être social et physique de sa population. C'est une discipline qui a été reconnue par l'ordre des médecins dans les années 1990, et son histoire est liée à celle du développement des instruments coercitifs et incitatifs de gouvernement. Le recensement, les carnets de santé, les passeports vaccinaux, le dépistage. Les acteurs de la santé publique sont nombreux en fait. Les épidémiologistes, les spécialistes des vigilances sanitaires, les évaluateurs-chercheurs, les préventeurs, les éducateurs pour la santé, les professionnels listés dans le Code de la santé publique, qui d'ailleurs évolue, les responsables politiques au Parlement, les économistes de la santé, les spécialistes de la gestion des risques, etc., etc. Ces missions à la santé publique vont de l'étude de l'état de la santé des populations et de la veille des risques sanitaires à la rédaction de recommandations sur les bonnes pratiques sanitaires, sur les réformes du système de santé. Si l'État a pris une telle place dans le système de santé, il n'existe aucune nécessité à cela. Par exemple, au Canada, le système de santé relève des États provinciaux et le gouvernement fédéral, agit par incitation fiscale. Enfin, la santé publique, ce n'est pas
la seule vision possible de la santé. Bon, on a évoqué la médecine libérale, mais on peut aussi mentionner les congrégations religieuses qui ont pendant longtemps géré les hôpitaux, la santé communautaire qui en vient, les assurances privées, les réseaux de médecins, les mutuelles, etc., etc. La vidéo est déjà longue, donc on aura l'occasion de discuter une autre fois de l'histoire des systèmes de santé et de la santé publique. Ici, on va développer un argument critique simple sur l'expertise de la santé publique, donc on va viser sa prétention de neutralité scientifique dans l'identification et la définition des problèmes de santé, méritant une prise en charge collective. Donc pour cela, on va suivre un argument développé par l'anthropologue Didier Fassin, qui s'appelle « Le culturalisme pratique de la santé publique ». Les problèmes de santé publique sont variés, on en a vu dans les autres vidéos, on peut mentionner même les maladies chroniques, des crises sanitaires, des catastrophes environnementales, on peut penser à la grippe espagnole, à l'épidémie de sida, à la canicule de 2003, grippe H1N1, bon, au cancer des poumons, même dans les risques qui ont été corrélés aux pollutions. Ces problèmes relèvent de l'expertise de la santé publique, soit par la veille sanitaire, soit par des études épidémiologiques, par l'organisation de la prévention du dépistage, par la mise en place de règlements, par exemple l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est une mesure de santé publique, ou dans l'urgence, par exemple en recommandant une quarantaine ou la fermeture du périphérique de Paris pendant les pics de pollution. Ce sont aussi des règlements de santé publique. Didier Fassin fait un pas de recul. Avant même d'aborder comment la santé publique analyse ces problèmes et décide de l'intervention, il distingue la production sociale des problèmes de santé publique et leur construction sociale. La production désigne la fabrication inégalitaire des pathologies, comment le risque d'être malade est le produit des inégalités sociales et renforce ces inégalités. Fassin prend l'exemple de la ville de Flint, ancienne ville industrielle du nord des États-Unis. Elle subit la désindustrialisation à la fin du XXe siècle, l'appauvrissement de la population et le départ des classes moyennes blanches, ce qui conduit à une crise fiscale et à une mise sous contrôle administratif de la ville par le gouverneur républicain du Michigan. Parmi les coupes qu'il impose, le gouverneur, il met fin au contrat d'approvisionnement de la ville en eau du lac Huron. La ville utilise alors un ancien réseau de canalisation d'eau polluée par l'industrie automobile. On observe alors la production historique des inégalités sociales et de la discrimination raciale. L'intoxication au plomb touche d'abord des classes populaires racisées, démunies de leviers politiques. Les autorités augmentent l'apport en chlore et recommandent aux populations de faire bouillir l'eau sans les informer de la présence de, je cite, un produit de dégradation du chlore connu pour son pouvoir cancérigène. En 2015, l'Environmental Protection Agency relève un taux de plomb 7 fois supérieur à la limite maximale autorisée et, je cite encore Fassin, cette contamination était due à l'absence d'utilisation, par la compagnie en charge de la distribution d'eau, de produits anticorrosifs servant à prévenir la dégradation des tuyaux de plomb. La construction sociale désigne la façon dont la crise émerge en tant que crise et comment elle est façonnée par les représentations culturelles. En d'autres termes, il s'agit de la définition par les discours, les stéréotypes et les symboles culturels d'un problème de santé collectif. Fassin cite régulièrement le cas du saturnisme infantile ou l'intoxication au plomb, cette fois le plomb des peintures. En France, dans les années 1990. Les autorités publiques privilégient d'abord des explications culturelles. Alors ce serait lié aux populations africaines dont les enfants seraient touchés à cause de pratiques géophages, ils mangeraient la peinture, de la poterie des mères, de l'encre de marabout. On ne met pas du tout en cause la production sociale du problème, c'est-à-dire les conditions de logement insalubres de ces familles, l'appartement avec la peinture qui se délabre, causées par des politiques de mixité sociale qui ont introduit des quotas informellement raciaux et des politiques d'immigration restrictives qui précarisent les mères. L'accumulation d'événements imprévus a beaucoup fait retomber l'enthousiasme pour la santé publique et les progrès scientifiques et technologiques en général en santé. On peut évoquer
On a plein d'exemples, l'épidémie de sida, donc incluant la contamination des personnes transfusées des hémophiles par le VIH, l'épidémie d'hépatite C, ou la canicule de 2003. On peut même aller jusqu'aux scandales sanitaires comme la vache folle, ou la publication du Blake Report, qui démontre le gradient de santé, c'est-à-dire comment on a vu la persistance des inégalités de santé selon les revenus, malgré l'accès universel au système de soins. Ces événements posent donc la question de savoir comment la santé publique définit de nouveaux problèmes de santé. Est-ce que l'expérience des patients, par exemple, est suffisante pour introduire une nouvelle maladie ? C'est toujours complexe, car admettre un problème collectif, donc octroyer le statut de malade, ça ouvre la voie à la prise en charge collective, et notamment aux aides et aux remboursements. Prenons l'exemple du syndrome de fatigue chronique. Ce dernier devient une question publique lors de l'épidémie du lac Tahoe aux États-Unis. Une centaine de jeunes, incluant 2/3 de femmes, subissent ce qui semble être une pathologie d'allure grippale, suivie de profonde fatigue. Toutefois, en l'absence de symptômes physiologiques, les experts médicaux refusent sa qualification comme maladie. Il faut une mobilisation et des années de lobbying pour que le statut de malade soit officialisé, premièrement par le Chief Medical Officer au Royaume-Uni, sous le nom de Systemic Exertion Intolerance Disease. Fassin évoque, à l'inverse, la maladie de Lyme chronique. Les malades sont organisés en associations comme la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. La Haute Autorité de Santé en France a fini par parler de, je la cite, syndrome personnel polymorphe après une possible piqûre de tique. Donc, en fait, ils admettent l'authenticité de la souffrance des malades, mais pas le bien fondé de la relation avec la maladie de Lyme. La déclaration d'un problème public de santé, c'est donc pas une question biomédicale en soi, mais bien d'abord l'objet d'une mobilisation sociale, l'expression d'un besoin collectif, au cours de laquelle la biomédecine fait figure d'autorité consultative, mais ne détermine pas toujours l'issue du débat. Face à ces défaites, comme la perte de la couverture vaccinale, la diffusion d'aliments avariés, la non-application des recommandations sanitaires, les inégalités croissantes de santé et les catastrophes climatiques, la santé publique répond avec le discours de la neutralité scientifique. Cela ne veut pas dire que les affirmations sur l'absence d'intérêt des médecins pour la santé publique, les manquements à l'hygiène et à la salubrité, la prise de risque et la résistance au traitement. Ça veut pas dire que ces affirmations sont infondées. Je souligne seulement que ces discours servent aussi à nier l'aspect social des questions de santé en les réduisant à de simples discussions biomédicales et comportementales. Ainsi, l'échec des méthodes scientifiques ne peut avoir pour cause que l'irrationalité de la population dans ces discours. Comme on l'a vu dans la vidéo sur l'antivaccination, la santé publique affirme sa rationalité et sa neutralité en faisant des résistances populaires et des inégalités de santé des questions de culture et de style de vie. Et c'est cette posture que Didier Fassin qualifie de culturalisme pratique. Elle a un prix. Quand on réduit l'autre à sa culture pour expliquer son comportement, on nie sa rationalité, on réduit au silence son ressenti et on se rend incapable de comprendre la nature du problème. Nous allons donc finir en donnant 2 exemples. La sociologue Anne-Marie Desfossés et Didier Fassin ont mené des enquêtes en Équateur, pays avec les taux de mortalité maternelle lors de l'accouchement les plus élevés du continent américain. Cela soulève des enjeux comme les limites de la couverture prénatale et obstétrique, mais aussi l'accès à la contraception. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est le fait que la mortalité maternelle serait plus forte dans les zones rurales où vivent les autochtones de langue quichua. Selon les enquêtes du ministère de la Santé et de l'OMS, le problème se trouverait dans le niveau d'instruction, mais aussi plus fondamentalement dans un monde symbolique différent de celui du système culturel formel à partir duquel est organisé l'appareil institutionnel de soins, en particulier les conduites culturelles et les normes de pudeur des autochtones. C'est un culturalisme pratique qui justifie à l'avance l'échec de la santé publique en le renvoyant aux attitudes culturelles des autochtones. En réalité, plusieurs autres facteurs expliquent cette surmortalité maternelle chez les autochtones. Par exemple, on peut évoquer les heures, voire les jours de transport pour accéder aux maternités, les ressources financières engagées, notamment pour les examens complémentaires, et
les médicaments et même la violence des rapports interethniques. Il faut quand même dire que les médecins et les infirmiers sont tous blancs ou métis et traitent les vêtements des autochtones comme de la souillure. Enfin, Fassin note que les accouchements par césarienne sont privilégiés, dans le privé comme dans le public, surtout pour des questions de confort du médecin, ce qui accroît la méfiance des femmes autochtones envers le système hospitalier et les conduit à privilégier la prise en charge locale de leurs soins, quitte à subir les risques sanitaires. Un dernier exemple de la fonction politique de la santé publique est son rôle dans les politiques migratoires. En 1891, l'Immigration Act aux États-Unis exclut l'entrée aux personnes présentant des maladies contagieuses qualifiées de répugnantes ou dangereuses. Cela conduit à refouler et stigmatiser des groupes étrangers associés à des pathologies. On observe régulièrement ce genre d'accusations, les Haïtiens ayant été accusés de porter le sida, les Asiatiques d'amener le virus SARS, etc. Fassin évoque la naissance de la santé des migrants, sous-champ de la santé publique issue de la médecine tropicale coloniale et de l'ethnomédecine, qui traite les migrants comme s'ils partageaient une condition suffisamment commune. Évidemment, il y a là-dedans des obsessions raciales, on en parlait dans la vidéo sur les anti-vaccinations avec les articles d'Iana Lowy, et parfois la reprise du vocabulaire de la dégénérescence. Plus récemment, on a vu une déviation de la notion de groupe à risque, issue de l'épidémiologie statistique. On a observé un glissement qui passe du groupe subissant le risque au groupe produisant le risque, assimilant rapidement la probabilité du risque calculable, en théorie, au risque réel, à l'incidence mesurable. Ce glissement a une fonction. Il permet d'imposer des gammes de tests et de contrôles à des populations étrangères choisies. Fassin évoque les obligations de dépistage et de prévention aux États-Unis visant les femmes immigrées d'Asie du Sud-Est soupçonnées de porter l'hépatite B. Il indique que ce dépistage est obligatoire pour les femmes enceintes et la vaccination concerne l'ensemble de la famille sauf quand il s'agit d'adoption, donc de futurs enfants états-uniens. Bon, on a vu les origines politiques et scientifiques de la santé publique. C'est un réformisme visant l'état moral et sanitaire de la population qui a annexé dans son entreprise la statistique, l'épidémiologie, l'hygiénisme, parfois même l'eugénisme, même si on en a peu parlé ici, et plus récemment la science économique. C'est une expertise qui donne à l'État une place centrale pour améliorer l'état de santé de sa population, qui n'est pas toujours écoutée, ou du moins de façon très sélective. La santé publique semble avoir été ignorée au regard des risques de pandémie, au point que l'État français a abandonné sa réserve de masques avant la Covid-19. La santé publique s'est battue contre la médecine libérale pour soutenir des couvertures universelles avec des succès très mitigés. Par contre, la santé publique est certainement mobilisée quand il s'agit de réduire des questions sociales à des problèmes sanitaires. C'est pourquoi nous avons parlé de son culturalisme pratique. Cela veut dire réduire la santé à des questions techniques de mise en œuvre et des débats biomédicaux et pharmacologiques, ou encore donner des raisons culturelles aux échecs de la santé publique. Procéder ainsi fait perdre de vue que la santé publique est une construction culturelle. Des champs comme la santé des immigrants, des Noirs, des francophones au Canada, ce sont des domaines d'intervention définis politiquement. Ils n'ont pas de consistance biologique et s'ils recouvrent des spécificités biophysiologiques, elles sont d'abord le produit de la structure sociale. Il ne s'agit donc pas de minimiser les vaccins et les grands acquis médicaux, mais de garder les horizons ouverts. Les progrès techniques sont importants, mais tout autant que la redistribution sociale. Les efforts de communication culturelle à l'hôpital sont nécessaires, mais ne résolvent pas la minorisation et l'oppression. Adopter une perspective critique de la santé publique est donc nécessaire. Sinon, on se condamne à une compréhension partielle et partiale des problèmes de santé, et à se décourager bien souvent quand on constate que la biomédecine peut beaucoup, mais elle ne peut à elle seule réparer les injustices sociales. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou à mettre un like pour m'encourager, me soutenir. Et on se retrouve très rapidement pour 2 autres vidéos qui vont sortir dans les semaines suivantes. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine sur les internets. Salut!